Merci à la FUP pour l'organisation du PHP Tour. Euh, je vais vous parler donc ce midi d'e-learning sans Internet, ou presque. Donc, je suis Richard, je suis développeur à Elao. C'est une agence web présente à Paris et à Lyon. On fait du PHP, du Symfony, du React et même un petit peu de Java. Ça arrive. Alors, au Ghana ou en Côte d'Ivoire, en fait, il faut savoir qu'il n'y a qu'une place à l'université pour 4 étudiants, en fait. Euh, Du coup, on va dire 3 étudiants sur 4 n'ont pas donc accès aux études supérieures. Et dans le même temps, la moitié de la population a un smartphone. Et d'ailleurs, c'est le principal moyen d'accéder à Internet. Euh, Cependant, la connexion Internet, elle est peu fiable et surtout très chère. Ils payent au méga en fait. Et c'est grâce à ce constat que Challeborg d'éducation a été créé au Ghana par un Français et une Malgache. Et ça fait 2 ans que Elao enfin, l'accompagne pour la construction de son produit qui permet justement de permettre aux étudiants d'accéder aux études supérieures via leur mobile, sans aller à l'université du coup. Donc il y a une première version de l'application qui a été montée. En fait, l'application permet d'avoir les contenus de cours euh, sur son smartphone. Donc là, on est parti sur une application native. Donc ça date d'il y a 2 ans. On est parti sur le framework React Native. Le besoin de chaque board d'éducation, en fait, c'est relativement simple. C'est de consulter les cours donc, sans connexion Internet, de valider la progression de l'étudiant, c'est-à-dire que l'étudiant, quand il a lu un cours, il va valider là où il en est, et chaque board d'éducation peut suivre où est-ce qu'il en est. Et bien sûr que l'application soit installable sur l'écran d'accueil pour que l'utilisateur puisse rouvrir l'application, la reconsulter. Et du coup, depuis maintenant un peu plus d'1 an, on parle de Progressive Web App et on s'est dit, tiens, pourquoi pas pour Challeborg d'éducation passer d'une app native à une Progressive Web App, sachant que l'application native a très bien fonctionné. En fait, ils ont testé ça sur un panel de 200 étudiants. Et du coup, ça a validé le besoin et aussi, Challeborg d'éducation, ils ont obtenu des financements de la part d'investisseurs. Et du coup, on a continué le développement. On est parti sur une POA, Progressive Web App. Alors, Progressive Web App, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pas une technologie, c'est plusieurs technologies et de bonnes pratiques qui permettent euh, que l'expérience utilisateur sur une web app soit quasi similaire à ce qu'on a sur une application native. C'est-à-dire que ça doit être rapide, responsive, sécurisé, installable sur l'écran d'accueil. On peut profiter enfin des notifications push, c'est ce qui fait un peu la force des apps natives. Donc utilisable en offline, ce qui n'est pas forcément la force des apps natives. Et surtout, on n'a pas besoin de télécharger via un store d'applications. En fait, c'est du web, c'est accessible depuis un navigateur. Et pourquoi une Progressive Web App pour chaque board d'éducation? Parce qu'en fait, les étudiants sont majoritairement sur Android. Donc sur Android, en fait, on a toutes les possibilités liées au Progressive Web App. Les étudiants au Ghana et en Côte d'Ivoire. Hein. La couverture d'appareils est du coup beaucoup plus large, puisque finalement, on va adresser Android, iOS, même desktop. Le poids, en général, le poids d'une poids est généralement 10 fois moins lourde qu'une application native. Et pour nous, développeurs et pour les utilisateurs, en fait, il n'y a pas de dépendance au store d'applications. Donc, c'est une grosse force. Et généralement, on considère que le coût de développement d'une web app est moins important que d'une app native, même si ça tend à diminuer grâce à React Native. Alors, on est parti sur l'architecture d'une application avec un back en Symfony, puisque c'est un framework qu'on connaît bien et qu'on aime bien. Et côté front, on a du React, du Redux pour gérer les états, le service worker, j'y reviendrai pour gérer le cache, et au milieu, une API GraphQL. Pourquoi GraphQL? Tout simplement parce que, en fait, je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Donc, c'est un
on va dire c'est une espèce de framework proposé par Facebook. Et j'ai piqué ça sur Reddit, en fait, quelqu'un qui demandait expliquez-moi GraphQL comme si j'avais 5 ans. Et quelqu'un qui a répondu super bien en disant bah, imagine-toi à la cantine, tu as ton petit plateau et tu as l'entrée, le plat, le dessert, le fromage, voilà, tu as tout sur le plateau. C'est exactement ça GraphQL, c'est une API où on va demander à peu près tout dans une même requête, on va les recevoir en retour. Donc concrètement, je ne sais pas si c'est visible ici, mais on a, c'est pas grave, on a grosso modo les contenus de cours, les infos utilisateurs, des contenus, des sous-contenus de cours, ce qu'on appelle les sessions. On a tout dans une même call API. Et en fait, pour nous, pour le cas de chaque board d'éducation, c'est assez pertinent parce que du coup, on réduit le nombre de requêtes HTTP qui transitent entre le front et le back. En un seul appel, hop, on récupère tout. Et pour ça, pour Symfony, on a utilisé le bundle GraphQL bundle d'Overblock qui est super bien fait. C'est franco-français, normalement. Et surtout, c'est bien maintenu. Je crois ils sont passés à Symfony 4 aussi. Alors, pour la consultation des cours sans Internet, comment on a fait? Du coup, je vais parler du stockage dans le navigateur. Il y a plein de systèmes de stockage. Je vais me focaliser sur 2 qu'on a utilisés. Local storage, qui permet de stocker du texte. C'est un peu l'évolution des cookies. Et généralement, c'est à peu près 2,5 mégas de data qu'on peut stocker. On peut plus, mais ça dépendra du navigateur, de la plateforme, de l'espace disque restant. Et on a le cache storage qui, là j'ai mis ressources, en fait, c'est des fichiers, tout ce qui est images, CSS, HTML. On stocke ça en cache storage. Et là, généralement, normalement, on a 50 mégas, voire plus, mais ça dépendra de l'espace disque restant, de l'OS. Et aussi, ça peut être moins, donc ça peut être 30 mégas. Ça dépend vraiment des plateformes. Donc concrètement, comment ça va se passer pour le cache storage? Lorsque je suis sur mon navigateur mobile, en fait, le service worker, il s'installe comme un proxy entre le navigateur web et le web. Et en fait, il va intercepter tous les appels vers le réseau. Donc là, j'intercepte un appel, par exemple, j'appelle une image. Hop, mon service worker que j'ai développé, hein, c'est une API JavaScript. Je fais appel au cache storage. Est-ce que tu as cette image-là? Et le cache storage, il ne l'a pas. Du coup, je transite, j'appelle le web si je l'ai, si j'ai le réseau. Le réseau me répond l'image. Je stocke l'image en cache storage. Et je transmets l'image à mon navigateur web. Donc, si je rappelle cette image-là, qu'est-ce qui va se passer? Le service worker, il ne va pas appeler le réseau, en fait. Il va tout de suite renvoyer l'image qu'on a en cache storage du navigateur. Alors, comment on va construire maintenant notre application pour qu'elle fonctionne hors ligne? Est-ce qu'on va partir, comme la plupart du cas ici, en France, sur de l'API centering, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on affiche un écran, on appelle l'API pour récupérer les ressources. Donc je passe d'un écran à un autre, hop, j'appelle l'API pour récupérer les datas, je récupère les images via le réseau. Ça, c'est le truc classique qu'on fait la plupart du temps, hein, quand on a du réseau. Mais ça ne marche pas quand on est en offline, en fait, puisqu'on ne peut pas appeler le réseau comme ça à chaque affichage d'écran. Donc on est parti vraiment sur un autre paradigme. C'est-à-dire que lorsqu'on est online, quand on est en ligne, en bon français, on va récupérer, on va se loguer, on va récupérer tous les contenus de cours, on va stocker ça en local storage, et on va récupérer toutes les ressources annexes, donc tout ce qui est images des contenus de cours, et on va les stocker en cache storage du navigateur. Tout ça lors du premier appel. Bon, du coup, ça fait beaucoup de téléchargements au début, on va voir comment on l'a fait. Donc, ce qu'on a fait, on a fait un spool de téléchargement parce que l'idée, c'est que si on récupère 8 mégas de contenu de cours, on peut perdre le réseau, etc. Donc, il ne faut pas tout récupérer d'un coup. En fait, on va récupérer par petits bouts. C'est-à-dire qu'ici, là, c'est mon store Redux pour ceux qui font un peu de React Redux. Mais grosso modo, c'est un JSON qui est stocké dans le navigateur. Et on a
Ici, je ne sais pas si vous voyez, donc j'ai des adresses de fichiers images et j'ai aussi des contents qui sont à nul, les contenus de cours, qui sont pour l'instant à nul. Je ne les ai pas téléchargés parce que ça peut être des contenus qui pèsent 20 kg. C'est pas beaucoup pour nous, mais multiplié par 20 cours, ça commence à faire beaucoup. Donc dans un premier call, je récupère juste des métadatas, en fait, les contenus de cours. Et ensuite, je crée une espèce de spool de téléchargement avec des ID de session que je dois récupérer, c'est tous les contenus texte, et toutes les URL d'images. Et ça, ce spool-là, je vais dépiler, grâce à mon petit script en JavaScript, en fait. Pour chaque contenu de cours, je fais un appel unitaire, du coup, à GraphQL pour récupérer du contenu HTML, en fait, et le stocker en local storage. Et pour tout ce qui est image, en fait, je vais juste faire fetch. Et comme on l'a vu précédemment, ça va être catché par le service worker et stocké en cache storage. Et derrière, mon spool a disparu. Les contenus de cours, normalement, apparaissent. Et les images, elles sont stockées en cache storage. On ne le voit pas là, il y a juste les URL. Voilà. Donc du coup, on l'a vu en ligne, on stocke les contenus en local storage et en cache storage. Et derrière, lorsqu'on est hors ligne, le contenu des cours, on le récupère depuis le local storage. En fait, c'est tout simplement l'inverse. Et lorsque je fais un appel à l'image sur le réseau il ne répond pas. C'est le cache storage via le service worker qui répond l'image. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Pour la validation de la progression par l'étudiant, alors là, on a utilisé un framework super avancé. C'est les SMS. Ouais, tout simplement, parce qu'en fait, le SMS, surtout au Ghana, en Côte d'Ivoire, c'est assez utilisé pour tout ce qui est transactions. Et en fait, on est parti sur le fait qu'on génère un code en front qui identifie à la fois l'étudiant et le contenu de cours. Et on peut envoyer un SMS à un certain numéro. Nous, on récupère ce SMS-là via un webhook de notre back-office Symfony. Et derrière, si mon code est bon, je renvoie un code de validation derrière, à peu près de la même manière en fait. Si vous voulez plus de détails, après je vous expliquerai qu'est-ce qu'on a fait pour ça. C'est pas super sécure, c'est pas trop grave en fait. C'est vraiment pour transmettre un peu d'infos et valider la progression de l'étudiant. Et derrière, cette URL-là, elle est disponible même hors ligne. En fait, il reçoit un SMS contenant l'URL, il clique dessus, ça ouvre la web app, et hop, ça lui dit la session est validée, merci, tu peux passer à la suite. Donc du coup, pour ça, on a utilisé deux choses. Il y a un schème SMS qu'on peut mettre en URL, en fait, c'est SMS point, avec le numéro de téléphone, etc. Ça marche, ça dépend vraiment des plateformes. Sur Android, ça marche très bien, sur iOS, c'est moyen. Et pour tout ce qui est routing hors ligne, là, on est obligé d'utiliser du hash routing. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a juste l'index qui est mis en cache. Et derrière, c'est le JavaScript qui prend le relais pour tout ce qui est routing. Voilà. Du coup, petite démo. Pareil, pour me loguer, je reçois un SMS. Enfin, je suis étudiant, je reçois un SMS. Et j'ai un code d'activation. Quand je clique dessus, bam, je suis reconnu, je peux commencer. Et j'ai pas pris de risque, j'ai fait une petite vidéo de la démo. Donc, ce qui se passe, donc là, j'ai reçu mon SMS, j'ai cliqué, hop, je suis identifié, je commence. Derrière, il va récupérer les contenus de cours, donc c'est les titres, etc. Il me dit, j'ai 8 mégas à télécharger, est-ce que tu veux? Donc là, j'ai les titres, mais je n'ai pas encore le contenu texte, les images. Il y a une barre de progression, je ne sais pas si c'est visible. Du coup, c'est en train de charger tous les contenus, les images, pas à pas. Et grâce au spool, je peux afficher cette barre de progression. Et du coup, si ça échoue, si je coupe la connexion et si je reviens, ça va reprendre là où il était. Et tout ça dans le navigateur web. Donc voilà, grosso modo, c'est un vrai contenu de cours qu'ils ont mis en place. C'est assez lent. Je passe. Trop vite. Ensuite, pour l'installation en écran d'accueil, donc il y a le Web App Manifest qui est un standard maintenant, qui en fait c'est un fichier JSON. Il n'y a pas de développement à faire, c'est
C'est un format JSON où on dit quel est le nom de l'application, comment on veut l'afficher. Donc le display standalone, c'est-à-dire qu'on n'affiche pas le navigateur, on l'affiche vraiment comme une app native. Et il y a une petite astuce aussi, donc on le déclare dans notre HTML. Et derrière, il y a une petite astuce aussi, on peut poser un tracker pour savoir que effectivement l'application a été installée sur l'écran d'accueil et suivre ainsi le volume de personnes qui l'utilisent en écran d'accueil. Et derrière, comment ça va se passer? Donc j'ai pris l'exemple sur Android. Si j'ai un web app manifest, là j'ai pas le choix, hein, c'est le navigateur qui l'affiche quand il veut. Enfin, il y a quelques règles qui sont édictées par Android, Firefox. J'ai ce message système qui est affiché, hein, c'est pas ma page web qui l'affiche. Je clique sur Add to Home Screen et hop, j'ai mon icône sur l'écran d'accueil. Et si je relance depuis mon écran d'accueil, comme c'est en standalone, elle s'affiche en plein écran. Ensuite, niveau compatibilité, alors on a de la chance parce que depuis un mois, le Service Worker est enfin disponible sur Safari, donc iOS, mobile aussi. C'était pas le cas donc, avant. Tout ce qui est ajout à l'écran d'accueil, ça marche très bien, Firefox, Chrome, Android, etc. Sur Safari, c'est moyen, il faut faire manuellement ajouter à l'écran d'accueil, mais ça tient compte du app manifest. Et puis voilà, je vous laisse découvrir les autres API liés. C'est des API JavaScript liés à tout ce qui est Progressive Web App. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'on ne l'utilise pas aujourd'hui. Donc, on est passé d'une application native à une web app. Nous, qu'est-ce qu'on a gagné? Du coup, on a pu faire le différentiel sur chaque board. On est passé d'une application qui pesait 7 mégas et qu'il fallait aller sur le store pour l'installer, enfin, c'est galère, à une web app accessible dans un navigateur qui pèse juste les assets, en fait, les JS, HTML, 300 kg. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on peut avoir 8 mégas de contenu de cours à télécharger derrière. Ça, c'est plus pour nous, développeurs. Publication sur store, c'est... Voilà. Hébergement web, c'est simple. Le développement, c'est assez simple. Du coup, j'ai dû modifier cette partie-là depuis le mois dernier, où avant, l'application native, c'était disponible sur iOS, Android. On reste quand même sur du Android first pour tout ce qui est installation sur l'écran d'accueil, puisqu'on n'a pas encore la bannière sur iOS. Mais maintenant, tout ce qui est service worker, mise en cache, fonctionnement hors ligne, ça fonctionne. Et bien sûr, c'est disponible aussi sur desktop. Hein. Service worker est disponible partout, sur tous les navigateurs web sur desktop. Du coup, pour conclure, en fait, ce projet Shellboard Éducation, c'était super intéressant pour nous développeurs parce qu'il y avait déjà pas mal de techno à implémenter. Et les problématiques de mise en cache, hors ligne, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude ici en France, en fait, j'ai l'impression. Mais en Afrique ou en Inde, etc., c'est quelque chose d'assez important. Donc c'était des problématiques assez intéressantes à adresser. Et le fait que notre application permette à des étudiants d'accéder à des cours d'université, c'est super valorisant en fait. Et on espère ainsi contribuer à faire progresser le monde. Tout simplement, c'est un peu utopique. Voilà, et puis pour finir, il y a un article de blog plus complet. Je vous ai mis un QR code parce que l'article, l'URL, elle est super longue. Voilà, et on a eu un bêta-testeur qui s'appelle Emmanuel, qui était en voyage officiel au Ghana. Et je vous assure, c'est la web app là. Donc bon, il a trouvé ça assez intéressant, il a trouvé que ça disruptait l'université. Non, il a dit que c'était très lean. Voilà, nous on fait du lean à Ilahu, donc c'est cool. Voilà, merci. Du coup, ouais, c'était super intéressant. Et moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait moyen d'avoir un peu plus d'informations sur le spooling? Vraiment, quand tu parlais du spooling, avec comment ça marchait, par exemple, avec Redux et tout. C'est ça ma question. Niveau code ou
Bah, non, pas forcément détaillé au niveau code, mais plutôt l'idée derrière, en fait. En fait, on est parti du principe que la connexion, elle est pas fiable et qu'on va pas télécharger 8 mégas de contenu d'un coup. Du coup, c'est à la fois donner un retour pour l'utilisateur. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ça sur les applications. Souvent, on n'a pas de feedback en fait. Les applications font des choses en tâche de fond, mais on n'a pas de feedback. Et du coup, on est parti sur l'idée de, bah, on va télécharger unitairement et d'avoir vraiment un retour pour l'utilisateur. Donc, tout simplement, on a un truc en JavaScript, c'est un set timeout qui appelle une fonction et qui appelle X fois tant que le spool il n'est pas dépilé tout simplement. Et derrière, l'affichage il va se baser sur ce qui reste en spool et faire un différentiel par rapport au total qu'il avait et ce qu'il a déjà traité. Et du coup, je ne sais pas Ok. si j'ai répondu à ta Oui, question. non, si, c'est ça. Merci. Encore une question? Merci pour la conférence. Est-ce que tu as des astuces pour le développement? Parce qu'il faut HTTPS, c'est les techno web, il faut un... Est-ce qu'on peut tester avec notre navigateur de desktop ou il faut un mobile ou... Pendant le développement, Ouais, comment on c'est a ça. fait Euh, Alors, il faut savoir que les service workers fonctionnent quand vous avez un domaine, il faut HTTPS, mais en cours de développement, si vous êtes en localhost, ça fonctionne sans. Après, tu as des solutions comme ngrok qu'on a vachement utilisé, qui permet de fournir une adresse HTTPS. Et du coup, on avait un vieux mobile qui avait, je crois, 50 mégas de disque restant. On a vachement testé dessus, en fait, sur un vieux mobile. Et on validait quasiment tout dessus. Donc, c'est vrai que quand vous ouvrez votre navigateur Chrome, il est super puissant, etc. Donc, il faut vraiment tester sur un vrai mobile qui va être utilisé par les étudiants. Il y a d'autres astuces aussi. Il y a tout un panel dans Chrome. Il y a un panel application avec tout l'accès au cache storage, au service worker. Il y a d'autres systèmes dans Network pour réduire le débit. Nous, on testait souvent, d'ailleurs, ma démo là. C'est pas en full Wi-Fi. Hein. J'ai activé le paramètre 2G. Dans le panel réseau, tu peux dire, bah tiens, mon débit c'est 2G, c'est 3G, c'est voilà. Et du coup, tu peux tester vraiment en conditions réelles. J'ai répondu à ta question. Ok, cool. Est-ce que vous avez eu des problématiques de gestion mémoire au niveau de l'affichage des pages? Parce que par exemple, moi il m'est arrivé, avant de passer sur des service workers, de faire une appli native via Cordova. Et je devais afficher une liste d'items assez grande avec des images en miniature. Et quand on avait, mettons, 300 items à afficher, du coup l'appli crachait complètement parce qu'on avait un dépassement de la mémoire. Euh, Tout simplement non. Parce qu'en fait, dans la démo, je l'ai montré, les contenus de cours, c'est beaucoup de texte. Il y a peut-être 4-5 images, mais on n'a pas eu de problème de cet ordre-là. Après, j'en ai pas parlé d'ailleurs. L'application devait être elle est mise en prod depuis octobre, la web app, et il y a eu des problèmes avec les universités. Enfin, c'est un peu problématique là-bas, quoi. C'est en Côte d'Ivoire et au Ghana. Et du coup, ça a pris du retard et pour l'instant, c'est utilisé auprès de quelques centaines d'étudiants en mode démo, en mode YOLO, voilà. Mais il n'y a pas eu de retour. Enfin, il n'y en a pas eu de retour à ce sujet. Et ça fonctionne très bien. Et là, on a vraiment transmis le bébé au CTO qui est ghanéen, qui s'est très bien passé. Et voilà. Ok, on va s'arrêter là. Merci Merci. beaucoup pour ton talk. Merci.